Éviter le rejet dans l'atmosphère de 295 tonnes de CO2 par an, c'est l'objectif du futur réseau de chaleur communal au bois de Vars dans la métropole. Il permettra d'alimenter 8 bâtiments communaux. Croquants et gourmands, Christelle Yvangine Boget et Frédéric Garanjou sont les nouveaux gérants de la biscuiterie Louva à Saint-Joire-en-Valdaine. Ils ont eu le coup de cœur en plein confinement en mai dernier. Et puis un peu de sport avec le crunch, et non c'est pas du chocolat, entre le 15 de France féminin et le 15 de la Rose samedi au Stade des Alpes. Et la rencontre amicale entre le GF38 et Saint-Étienne. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 16 novembre 2020, toutes les heures à partir de 18h, c'est l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et pour commencer ce JT, je vous propose de prendre un peu, voire beaucoup d'altitude avec mon invité Mathieu Barthélémy. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes professeur, directeur du Centre spatial universitaire de Grenoble. La semaine dernière, Amicalsat a transmis au sol sa première image d'aurore boréale. Avant de la voir, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le projet Amicalsat qui est né en 2017, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Alors, Amicalsat, c'est un tout petit satellite. On parle de CubeSat, qui fait typiquement la taille d'une brique de lait, 2 litres. Et c'est un satellite qui présente la particularité d'avoir été fabriqué en partie par des étudiants des universités et des écoles d'ingénieurs de Grenoble, de l'Université Grenoble-Alpes et de Grenoble INP. Et donc, ce satellite a comme objectif, puisque maintenant on peut parler au présent, a comme objectif de prendre des photos des aurores boréales pour faire ce qu'on appelle de la météo de l'espace. La météo de l'espace, il s'agit de comprendre les perturbations liées à l'activité solaire, en fait. Alors, à l'intérieur de cette boîte de lait, c'est un petit peu perfectionné quand même. Il y a donc un appareil photo, mais pas que ça. Alors, effectivement, il y a un appareil photo, c'est l'instrument principal, c'est ce qu'on appelle la charge utile. Et bien évidemment, il y a tout le reste du satellite, des batteries, un ordinateur de bord, un système d'orientation du satellite. Il faut bien orienter le satellite pour pouvoir prendre des photos. Et puis des panneaux solaires pour recharger le système. Et puis, il y a cet appareil photo qui a été construit par les étudiants et qui va prendre des images des aurores boréales. Alors, ces aurores boréales, on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, évidemment, le satellite, lui, va les voir d'en haut. Pourquoi s'intéresser aux aurores boréales ? Alors, en fait, les aurores boréales sont un très bon traceur de cette activité solaire. Le soleil, en fait, en permanence, nous envoie des particules, ce qu'on appelle le vent solaire, et ce vent solaire est plus ou moins fort. Et quand il est fort, ça peut provoquer des perturbations sur les systèmes technologiques, les communications radio, les satellites eux-mêmes, ou les réseaux électriques. Et en fait, ce vent solaire, via ce qu'on appelle la magnétosphère, la bulle magnétique de la Terre, génère des aurores boréales. Et donc nous, on se sert des aurores boréales comme d'un thermomètre, on pourrait dire, de l'activité solaire pour comprendre un petit peu comment ça va interagir avec la Terre et quelles perturbations ça peut provoquer. Et pourquoi c'est plus intéressant de les voir de là-haut plutôt que sur Terre ? Alors, c'est plus intéressant parce que, d'abord, on n'a pas de nuages. C'est-à-dire que les aurores boréales se produisent typiquement entre 100 et 300 km d'altitude. Et donc, quand on les voit depuis l'espace, on n'est pas gêné par les nuages. Alors qu'au sol, on est vraiment gêné par les nuages. En plus, là, le satellite fait 15 orbites par jour. Donc, il fait 15 fois par jour le tour de la Terre. Et donc, on peut voir des aurores boréales au nord et au sud 15 fois par jour. Alors, c'est quand même bien plus pratique que de se déplacer en Norvège, etc., ou au Canada pour voir les aurores, avec le risque qu'il y ait des nuages et qu'on ne puisse rien voir. Donc, effectivement, c'est vraiment un avantage de pouvoir les voir depuis l'espace. Ouais. Le lancement a été de nombreuses fois retardé et il aurait dû avoir lieu au mois de juillet. Oui, il y a eu beaucoup de retards. Des retards. Alors au départ, on devait partir sur un lanceur russe et puis ça n'a pas pu se faire. On a basculé sur le lanceur européen, Vega. Et puis, il y a eu l'été dernier un accident de la fusée Vega en l'été 2019. Puis la crise du Covid. Puis au mois de juin, on devait être lancé et les conditions météo n'étaient pas bonnes. Et donc finalement, on a été lancé qu'en septembre. Bon, le spatial, ça apprend aussi à être patient. Oui. Et suspense, ça marche. Amicalsat a donc pris des photos. Alors cette photo, ou plutôt ces photos, on va les voir et vous allez nous expliquer ce qu'il y a dessus. Donc ça, c'est la première photo d'Amicalsat. Voilà, c'est la première photo. Alors, elle n'est pas merveilleuse, mais elle est quand même très belle. Alors, pour nous et puis pour les étudiants qui ont travaillé, elle est vraiment très, très belle. C'est vraiment quelque chose d'intéressant.
Alors ce qu'on voit, c'est une aurore qui était assez faible en intensité. Il a fallu retravailler la photo pour faire sortir l'aurore. Les petits points noirs qu'on voit ou les petits points colorés sont des défauts dans la transmission radio. Donc ces endroits où il manque l'information. Et puis ben voilà, ce qu'on voit, c'est alors dans le coin en haut à gauche qui est très clair, eh bien c'est la partie jour de la Terre. Et puis on voit la partie nuit avec une aurore qui apparaît et qui est assez jolie. Donc voilà, il nous a fallu quand même 2 mois pour obtenir ces images. D'abord voir un petit peu comment le satellite fonctionnait, et puis ensuite comprendre comment décoder ces images. C'est pas facile du tout. On a beaucoup été aidé par les radioamateurs. Et donc c'est vraiment quelque chose de très collaboratif. Ça c'est vraiment très agréable. Les étudiants, les radioamateurs, des collègues en Russie aussi. Et donc voilà, on a vraiment travaillé avec des gens tout autour de la planète. Mais rapidement, qu'est-ce qu'on apprend par cette photo? Alors par cette photo, pour l'instant, ce qu'on va apprendre, c'est l'intensité. C'est-à-dire que nous, on va avoir la possibilité de reconstituer l'intensité de l'aurore à tel endroit. Et puis ensuite, avec des programmes de calcul informatique, on va pouvoir reconstituer la quantité de particules qui est rentrée dans l'atmosphère et qui a créé cette aurore. Et en ayant cette quantité de particules, on a la capacité à mieux prévoir les perturbations qui peuvent être provoquées. Alors, on va voir une deuxième photo que vous avez reçue plus récemment. Voilà, alors et ça, celle-ci, elle nous dit quoi? Alors, celle-ci, elle est assez complexe, elle nous interroge. Et donc, il y a encore beaucoup de travail dessus. On voit qu'il y a des couleurs qui peuvent correspondre à des couleurs d'aurore boréale. Ceci dit, la géométrie nous surprend un petit peu. Et donc, avant de dire que c'est vraiment une aurore boréale, on veut vérifier. On se demande si ça ne peut pas être une réflexion sur un bord du satellite ou quelque chose. Donc voilà, donc il faut être prudent. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important dans la recherche. C'est-à-dire d'être prudent, de pas affirmer les choses avant d'être sûr. Donc ça vaut pour tous les domaines de la recherche. Et ça vaut pour tous les domaines, c'est vraiment important. Et c'est aussi pour ça que je l'ai mis, parce que de dire que voilà, sur une image, on peut avoir des doutes. Et donc, c'est important. Et donc là, on va retourner dès demain matin travailler sur cette image pour essayer de comprendre. Et Amicalsat va continuer sa route encore longtemps ? Alors Amicalsat, oui, va travailler. Alors il a été prévu pour travailler pendant 1 an, donc on espère qu'il va marcher. Ça fait déjà 2 mois, c'est pas mal. On espère qu'il va bien marcher pendant 1 an. Il pourra travailler pendant 3 ans si jamais tout va bien, mais en général il peut arriver que par exemple un composant électronique lâche ou quelque chose comme ça. Et puis au bout de 4 ans, il va redescendre naturellement dans l'atmosphère, et puis après il va brûler dans l'atmosphère, se désintégrer complètement. D'ailleurs, on doit prouver qu'il se désintègre complètement, c'est vraiment important réglementairement, sinon ce serait risqué. Ouais. Merci beaucoup Mathieu Barthélémy, et puis n'hésitez pas à nous donner de prochaines nouvelles d'Amicalsat. Merci à vous. Son étoile brillera encore longtemps dans le ciel de la Villeneuve. Figure du quartier, ancien directeur de l'école des Charmes, militant de nombreuses causes, dont le référendum d'initiative citoyenne de l'Arlequin. André Béranger, atteint d'une maladie dégénérative, a choisi de vivre ses dernières heures à son domicile auprès de sa compagne. Ses amis et les habitants du quartier ont décidé samedi de braver l'interdit et de lui offrir un dernier spectacle sous ses fenêtres. Un hommage fait de bougies, de chants, Bella Ciao, le temps des cerises et des tambours et marionnettes géantes de la Batucavie. La jeune iséroise Mila, de nouveau menacée. Le parquet de Vienne a ouvert une enquête pour menace de mort par écrit et harcèlement électronique. La jeune fille qui vit protégée dans un internat a récemment publié sur TikTok une vidéo dans laquelle elle s'en prend à Allah. L'adolescente a reçu depuis des tombereaux de messages haineux, certains en allusion à la décapitation de Samuel Paty. Les auteurs de ces menaces encourent jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Chaud devant, la transition énergétique poursuit sa route en Isère qui passe par Vars, Allières et Rissé. La commune se dote d'un nouveau réseau de chaleur. 935 000 € ont été investis pour au final des économies d'argent et d'énergie, Lilian Veillé. À Vars, on passe au bois. La commune abandonne ses anciennes chaudières fioul et gaz pour investir dans cette énergie renouvelable et construire un véritable réseau de chaleur pour 8 bâtiments communaux. Un réseau de chaleur, c'est une unité de production centrale qui ici va être assurée par du bois. Donc on a 2 chaudières à bois à l'intérieur qui vont assurer 92% des besoins de chauffage et d'eau chaude de ces bâtiments. Cette école, le gymnase, la médiathèque ou encore la salle de spectacle, tous ces établissements seront dorénavant chauffés avec un bois local qui arrivera directement par camion. Il y aura 2 camions par semaine qui vont amener la plaquette forestière d'une plateforme qui se situe à 40 km d'ici à Charavine. Ensuite, tout est automatisé. Le bois tombe directement dans la trémie avant d'être emmené dans le silo de stockage. Le bois arrive du silo à travers un système de vis sans fin qui arrive ici. Ensuite, le bois tombe par gravité. Une deuxième vis sans fin ici dans le canal va injecter le bois dans le brûleur
dans le foyer de la chaudière et où va démarrer la combustion. Au bout de quelques minutes, la flamme va démarrer et donc va s'embraser. Et ici, il faut imaginer une gigantesque flamme qui va venir réchauffer donc toute l'eau qui est contenue dans la chaudière. C'est un ballon de 10 000 litres d'eau qui est chauffé et cette eau est alors dispatchée dans le réseau de chaleur et va directement alimenter les différents bâtiments. Financée par la métropole, la région et les sociétés Forestener et Énergie Citoyenne, cette initiative est écologique et surtout économe. Et qui permet à la fois d'éviter d'émettre 300 tonnes de CO2 par an, de faire des gains d'énergie pour la commune et d'assurer finalement une énergie locale. À l'année, c'est au total 1 million de kWh qui sera consommé par l'ensemble de ces bâtiments. Énergie Citoyenne va également développer sur la commune une toiture photovoltaïque à l'école Malrhin et une ombrière photovoltaïque sur un futur parking relais. Une réunion publique en visio aura lieu le 25 novembre pour présenter ces projets aux Varsois. La cantoche, c'est trop moche. La ville de Grenoble demande aux familles de réduire d'un jour au choix par semaine la fréquentation de son enfant à la cantine jusqu'aux vacances de Noël. Cette réorganisation est due à l'absence d'environ 80 membres du personnel vulnérable et retiré du planning, auquel s'ajoute le renforcement des conditions sanitaires pour cause de Covid-19. La mairie précise qu'il n'est donc plus possible d'accueillir quotidiennement l'ensemble des enfants. Par ailleurs, les personnels encadrants, ATSEM et personnels du périscolaire seront en grève mardi à Grenoble pour protester justement contre le manque de personnel récurrent et plus encore dans ce contexte. Quelques grammes de douceur dans ce monde de brut. La biscuiterie Louva à Saint-Joire-en-Valdaine, une véritable institution. L'entreprise a séduit au printemps dernier de nouveaux repreneurs qui ont décidé de lui donner un petit coup ou un petit goût de jeune avec de nouvelles références et même une gamme salée. Charlotte Faulkner. Les biscuits et les meringues, voilà les produits qui ont fait la renommée de la biscuiterie Louva. Créée en 1954, la biscuiterie était à la recherche d'un repreneur depuis plusieurs années. Un défi que deux entrepreneurs ont décidé de relever. Frédéric Garanjou, producteur de vin, et Christelle Yvangine Boget, traiteur dans l'événementiel, ont racheté l'entreprise en plein confinement au mois de mai. Samedi, on s'est décidé de venir visiter cette entreprise. Et le lundi, on s'était décidé, le dimanche, on s'est reposé, et le lundi, on s'est décidé de la reprendre. Voilà, c'était une belle aventure, c'était gourmand. Et ça nous plaisait beaucoup, ce côté, les produits régionaux nous plaisaient. Il y avait un lien avec ce qu'on faisait avant, parce que, je veux dire, on retournait dans le côté fabrication de plaisir. Au total, près de 40 variétés de biscuits et meringues sont créées et fabriquées dans l'usine à Saint-Joire-en-Valdaine, qui compte 12 salariés. Parmi les principaux clients de la biscuiterie, la grande distribution, les épiceries fines, les grossistes ou encore les professionnels. Ce jour-là, dans l'entreprise, ce sont donc des meringues destinées à un fabricant de glace qui sont créées. En une journée, ce sont près de 70 000 meringues qui peuvent être créées. Le processus de fabrication, on a un planning qui est établi la veille pour le lendemain et les personnes qui arrivent le lendemain savent les productions qui sont à faire selon les commandes et selon les commandes que les gens ont envoyées. Et oui, le matin on arrive, on prépare toutes les fabrications, elles sont taillées dans la journée et emballées par la suite, dans la journée ou au pire le lendemain. On n'a pas de stock et pas de stock qui reste ici. Une fois les meringues et biscuits passés au four, c'est au tour de l'emballage. En moyenne, ce sont 4 500 à 5 000 sachets de 50 à 60 grammes qui sont remplis chaque jour. Alors, au tout début de la machine, on fait un mélange de biscuits. Là, donc, c'est des meringues vanille et des meringues myrtille. Ça monte tout à l'heure un système de tapis. Arrivé en haut, vous avez une grosse coupole qui vibre, ça tombe dedans et c'est distribué dans 10 petits godets. Et en fait, c'est une association de plusieurs godets qui font le poids final. Après, une fois qu'il y a le poids final, ça tombe dans les sachets, ça tourne dans la clipseuse et ça arrive ici. Quand Christelle et Frédéric ont repris l'entreprise, ils ont décidé de garder la totalité de l'effectif, un choix évident à faire selon eux. Je pense que c'était fondamental. Parce que, je veux dire, quand on parle de produits régionaux, je veux dire, on ne parle pas que de produits régionaux. Il y a une histoire. Je pense que les gens qui travaillent ici, et en tout cas nous l'ont fait ressentir, il y a un attachement à cette entreprise. Je veux dire, ils ont travaillé avec 2 générations de cette famille. Donc maintenant, aujourd'hui, ils travaillent avec nous. Ils ont le savoir. Donc ces gens-là sont la mémoire de l'entreprise quand même. Comme de nombreuses entreprises, la biscuiterie a été touchée par la crise du Covid. Mais les nouveaux dirigeants sont confiants. Depuis la reprise, le chiffre d'affaires de l'entreprise aurait doublé.
Et les meilleurs pâtissiers de la biscuiterie Louva assurent également dans le nouveau numéro de Classe Affaires mardi à 21h. Après le réconfort, l'effort pour se remettre de ses gourmandises. Retour sur quelques rencontres sportives du week-end avec Lucille Dailly. C'est habituellement un grand rendez-vous sportif et populaire. Le Crunch version féminin a même offert le record d'affluence pour un match du tournoi des 6 nations féminins avec près de 18 000 spectateurs à Grenoble en 2018. Cette fois, c'est en amical et c'est tout l'inverse. Pas une âme dans les tribunes. Un peu d'âme du côté des Bleus en première mi-temps où les Françaises ont pu obtenir un 10-10 avant la pause, mais pas de réussite par la suite face à cette très grande équipe d'Angleterre puissante et agressive qui s'impose 10-30. Mais comme on est chauvin, on ne cache pas notre plaisir de voir évoluer dans ce 15 de France 3 grenobloises actuelles ou anciennes Amazones du FCG, Emeline Gros, Maëlle Philopon et Manae Féléou. Le Grenoble Foot 38 est allé jouer contre Saint-Étienne, les vrais de Ligue 1, mais dans une équipe mixte intégrant pas mal de jeunes joueurs des Verts en amical au stade de l'Étra, avec toujours pas de public, mais une belle envie du côté des Grenoblois, des intentions, des occasions et une très bonne première période et 2 jolis buts d'un Moussa Djité très inspiré qui permet aux Grenoblois de mener 2-1 à la pause. Mais ils ont craqué en seconde période, ces Grenoblois, et c'est Saint-Étienne qui s'impose 3-2. Mais comme on reste chauvin, on l'a dit, on est content car le Stéphanois Maxence Rivera qui a marqué le premier but est isérois. Et puis à tous les supporters du FCG qui voudraient pouvoir encourager leur équipe préférée malgré le huis clos, le club vous propose d'envoyer votre photo par mail ou Dropbox. Les portraits seront accrochés dans les tribunes du Stade des Alpes, à commencer par la rencontre contre Rouen vendredi. Il ne faut pas traîner, les photos seront imprimées mercredi. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.